Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Septième Illusion où aujourd'hui nous allons parler avec l'ami Joe, ici présent, du nouveau Ridley Scott. Donc encore un film qui va être sujet à polémique, forcément. Surtout qu'il s'agit d'un biopic historique sur Napoléon, grande figure française, et les gens sont pas forcément très contents d'avance parce que ça risque de travestir la réalité, mais c'est un biopic historique et c'est du cinéma, c'est pas un documentaire, avec dans le rôle de Napoléon, Joaquin Phoenix. Mais d'abord, mon cher Joe, comment vas-tu? Dis-nous tout. Ça va là? Tranquille? Bah, ça va très bien. Tu te remets On de est tes là pour émotions. parler d'un bon film, donc ça va. Ah ben voilà, d'emblée tu donnes ton avis, parce que oui, 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 ce Napoléon est un bon film, d'emblée, voilà. On va expliquer pourquoi, et on va bien sûr émettre certaines réserves aussi certains moments. Donc Joaquin Phoenix qui joue Napoléon, oui, mais Vanessa Kirby également, personnage très important dans le film, qui interprète Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon. On peut citer aussi la présence de Tahar Rahim notamment, ou de Rupert Everett, et coupé au montage, ou vite fait, alors, je ne sais pas si on la voit vraiment, Ludivine Sagnier, parce que oui, vous allez me dire coupé au montage et tout, parce qu'une version longue est attendue sur Apple TV+. On ne sait pas trop quand, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle durera plus de 4 heures et que le film, là, ne fait que 2h35. Et c'est vrai qu'on le sent un petit peu que ça fait 2h35 et que ça aurait pu faire plus, mais ça, on y reviendra. Et bon, pour le faire le synopsis très rapidement, on va se concentrer sur la vie de Napoléon entre 1789, alors qu'il n'est qu'un simple capitaine, au moment de l'exécution de Marie-Antoinette, et jusqu'à la fin de sa vie et sa mort sur l'île de Sainte-Hélène vers 1815, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et entre-temps, tout ce qu'il a pu faire comme bataille, évidemment, Austerlitz, Waterloo, son sacre en tant qu'empereur, son gros ego, son destin, son épouse, ses moments conjugaux, et on en passe. Et du coup, Joe, déjà, ton rapport à Ridley Scott, c'est intéressant, ça aussi, de recentrer cette œuvre dans la filmographie de cet artiste qui est assez peu aimé depuis quelques années, notamment depuis Prometheus. Ton rapport au réalisateur et ton avis sur ce film. Alors, tu parles de Prometheus que je n'ai pas vu, parce que pour introduire mon avis sur Ridley Scott, je déteste Alien, Ah oui. mais je verrai bien sûr son Covenant et son Prometheus, parce que quand ça dévisse, ça m'intéresse. Euh, c'est un réalisateur dont j'apprécie particulièrement les films moins connus, tels que Tout l'argent du monde ou encore L'âme de fond, Oui. et dont je suis un fervent défenseur de ces deux derniers films qui sont House of Gucci et Le Dernier Duel. Et ce Napoléon, j'étais assez mitigé parce que Ridley Scott est presque historique. Là où toi, ça peut te plaire, moi, ça me perd. J'aime bien Gladiator, mais je n'aime vraiment pas Kingdom of Heaven, donc je ne savais pas comment le prendre. Finalement, on se retrouve vers une tragicomédie qui, même si ça se voit qu'elle a subi de lourdes coupes au montage, réussit à nous offrir une putain de mise en scène et des interprétations de Dieu, du Fils de Dieu, et bah, ça marche. Que ce soit au niveau du montage, de la musique ou de la mise en scène, Ridley Scott est revenu à son plus haut point. C'est marrant que tu mentionnes Kingdom of Heaven parce qu'il a eu le même problème, entre autres, hein, assez boudé sur sa version cinéma et réhabilité avec la version de Director's Cut. On ne sait pas encore si ce Napoléon sera plus apprécié sur sa version longue, il y a des chances, mais c'est vrai que beaucoup de gens soulignent le fait qu'il y ait des cuts et que ça va trop vite. Cependant, et je te rejoins, hein, je te rejoins aussi sur le fait que Ridley Scott, il a une carrière très passionnante au-delà de ses films les plus connus. Tu as cité L'âme de fond, même si c'est pas mon préféré, je l'apprécie particulièrement. C'est un petit film, mais qui est très touchant surtout. Et justement, là, Napoléon, pour le coup, c'est un grand film, dans le sens gros budget, là, 200 millions de dollars ou presque. Et malgré le fait qu'on sente que ça a été rushé, que vraiment on est allé au minimum possible au niveau durée. D'ailleurs, parfois, je me suis demandé pourquoi il n'a pas réussi à avoir une cut de 3h15 ou 3h30, puisque Scorsese ou Nolan l'ont eu. Bon, peut-être que voilà. Mais quoi qu'il en soit, Ridley Scott réalise quand même l'exploit de nous proposer un très bon film en version cinéma charcuté. Lui-même doit être un peu énervé, je pense, sur certains choix, parce que, comme tu l'as dit, il fait du cinéma et c'est un cinéaste. Alors vous allez me dire, oui, c'est logique, mais au-delà de l'histoire et des libertés prises, il nous propose sa vision artistique, qui est d'ailleurs épouse d'autres arts, comme souvent chez Ridley Scott, notamment la peinture, et la musique qui fait partie aussi de l'intrigue, hein, notamment au début avec ses chants révolutionnaires, tout ça, là, et d'autres compositions extraordinaires sur lesquelles nous reviendrons peut-être.
Et il arrive à faire vivre son film par des scènes qui sont marquantes. Alors certes, parfois ça s'enchaîne un peu trop, tout ça, mais il y a des moments extraordinaires sur lesquels nous reviendrons. Au niveau des batailles, l'arrivée à Moscou, il y a des choses, je crois qu'il y a des scènes qui sont au top des scènes de cinéma qu'on ait pu voir au cinéma cette année. Voilà. On verra dans les détails derrière. Et l'interprétation, elle est intéressante parce que Joaquin Phoenix, moi je m'attendais à ce que ça soit un petit peu... ouais, tu as dit tragicomique, ça l'est, hein, tu as raison. Moins que House of Gucci, même si c'est une continuité, je pense, dans le cinéma de Scott. Mais je m'attendais à avoir une sorte de commode numéro 2 dans Gladiator. Alors sur certaines scènes peut-être, mais finalement, il nous campe ce Napoléon aussi assez froid par moments, calculateur, fin stratège, parce que non, ce n'est pas un film anti-Napoléon, hein. C'est un film qui a ses nuances. Oui, on montre les faiblesses aussi avec son épouse, cet amour qui le guide, mais qui peut le perdre aussi. Des moments conjugaux assez fameux quand même, hein. Le fait qu'il puisse pas avoir un héritier ou pas, on ne sait pas trop si c'est lui ou elle qui peut pas. Bon, à un moment, on le sait parce que il y a la scène avec la mère là, qui est assez terrible. Mais je pense que Joaquin Phoenix, il a surtout beaucoup de nuances dans son jeu ici. Et ça, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on montre plusieurs facettes de ce personnage historique, de l'homme, mais aussi de ce symbole. Parfois, il est mis en scène comme le symbole qu'il est, Napoléon. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point. Je suis assez d'accord avec toi. Le jeu est assez nuancé. Et le symbole également. Il est d'autant plus sur les scènes de bataille que Phoenix, pour moi, disparaît au profit du costume. Oui, c'est un corps, Napoléon. C'est un Napoléon, habit. c'est un corps. Avant d'être un corps, c'est un habit, c'est un tricorne et un uniforme militaire. Et Scott nous le fait comprendre dans ses séquences de bataille où Phoenix, quasi muet, ne reste qu'une marionnette sur un champ de bataille. Ouais. Et Marionnette qui essaye d'instiguer et d'inspirer ses hommes quand même. C'est ça aussi le doux paradoxe de cette présence parfois quasi, tu vois, surnaturelle dans le sens fantomatique, symbole. Au-delà de l'homme, il y a le symbole, il est là. Même s'il dit rien, il est là et il représente quelque chose. oui. Et c'est la mise en scène qui fait ça. Parce que Ridley Scott, justement, il arrive à caractériser ce personnage qui est tantôt détestable, tantôt fragile en privé, tantôt impressionnant. Mais est-ce que vraiment dans le film, au-delà donc des moments privés ou quand il interagit avec Joséphine, est-ce que Ridley Scott, un peu misanthrope qu'il est, on le connaît, a voulu faire de Napoléon un humain? Par moment, on peut se poser cette question quand même. C'est intéressant la façon dont il gère ce personnage et qu'il va au-delà de la personne de chair et de sang qui est Napoléon. Et c'est en ça, je pense que narrativement, le film a une forme de réussite. Je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu parles d'en faire un humain. Pour moi, il en fait plus un objet de détestation. Oui, enfin, quand il le fait. Pas une fragilité, mais j'en vois une fragilité détestable. J'en vois un incel, quasiment. C'est un incel, sauf avec. Oui, c'est vrai, dans l'histoire avec sa femme. Mais c'est vrai qu'en fait, on le voit vraiment humain que quand il est avec Joséphine. Et encore, il y a une forme de jeu entre les deux qui est particulier. Parfois, on pourrait presque. Alors, imaginez, évidemment, c'est je t'aime moi non plus, un peu dominé-dominant entre les deux. Et je pense que là, sur la version longue, on aura des moments peut-être plus sur la durée. Parce que j'étais un peu frustré. Voilà, on les voit des fois faire ça comme des lapins dans la chambre vite fait. Mais on le sent quand même. Il y a cette fragilité qui apparaît quand même. Donc, peut-être que la seule forme vraiment humaine de Napoléon dans le film, c'est quand il écrit ses lettres et quand il est avec elle. Même si c'est un humain un peu à part entière, quoi. C'est un peu différent. Oui, mais même quand il écrit ses lettres, oui, effectivement, ça le rattache à une humanité parce qu'on démystifie le général de guerre, mais surtout pour se moquer de lui. Oui, c'est d'ailleurs là où le film se rapproche de House of Gucci, c'est-à-dire qu'on a un homme puissant qui est déconnecté d'une humanité réelle et qui apparaît un peu grotesque par moments, carnassier et grotesque. Et c'est vrai que je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, c'est vraiment dans la continuité de House of Gucci. Ah, mais complètement. Bon, il nous Ça manque Jared reprend Leto. les thématiques de la vérité qu'il interrogeait dans les duels, mais c'est bien plus proche d'House of Gucci dans sa création. C'est dommage qu'il n'y ait pas un général italien qui traîne, ça aurait fait Jared Leto 2 là, qui arrive, mais bon, vu la mauvaise réception que ce personnage a eu dans House of Gucci, voilà. Mais là, le personnage, finalement, la seule caricature, c'est Napoléon lui-même, qui est victime de son image, de son symbole. Et d'ailleurs, quelque part, il est présenté ainsi dans son ambition aussi.
ce qu'il le dit, c'est la providence et le destin qui le met là. Parfois, on peut se poser la question, surtout au début, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est un peu le problème. Le seul vrai problème du film, en vrai, c'est son ascension au pouvoir où ça va trop vite. Tu sais, l'histoire où il est capitaine puis devient général. C'est intéressant ce qui se passe à Toulon, là, c'est bien. Mais quand on passe du directoire au consulat et à l'Empire, c'est un peu rushé à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ce point. Je suis assez d'accord parce que dans la manière dont on le décrit, au début, c'est vraiment, il est mis en scène tel un pion de l'échiquier de Taharaim. Ouais. Et peu à peu, il va prendre du galon et devenir le joueur d'échecs, mais on peut pas, pour moi, dire que c'est un défaut, le fait que ce soit trop rushé, parce que pour moi, c'est de la faute de Sony. Pour moi, ça vient des coupes. Ou de Apple. Alors que c'est... je sais pas, du coup, qui s'est vraiment occupé... Oui, Apple, Sony, c'est vrai que c'est une coproduction, donc on ne sait pas trop qui a décidé cette version cinéma-là, mais peut-être pas Ridley Scott lui-même, en tout cas. Non, c'est clairement pas Ridley Scott, mais clairement, j'arrive pas à en tenir rigueur tant Ridley Scott ne semble pas être à l'origine de ça. En tout cas, j'ai quand même envie d'imaginer, enfin j'espère pour lui en tout cas, que bon, il a eu la restriction, voilà, ça va faire 2h30, 2h35 ton truc. Je pense qu'il a quand même pu avoir le choix de ce qui devait être coupé, etc. Parce que malgré tout, on sent sa cohérence de mise en scène qui n'en pâtit pas beaucoup, dans le sens où l'essentiel est là, à travers ce qu'il montre sur sa façon de faire du cinéma. On va revenir après sur certains points, mais je pense quand même qu'il a eu au moins un regard, même s'il n'était peut-être pas d'accord, et dit, bon, je préfère quand même insister là-dessus, vous m'enlevez ça, etc. Enfin, je ne sais pas. Faudrait peut-être voir s'il le dit en interview ou non, mais j'ai un doute là-dessus. Je suis assez d'accord parce qu'il y a une cohérence de mise en scène dans Napoléon qui est pas très fine, mais qui me rappelle beaucoup Blade Runner, à savoir que Napoléon est un film quasi épistolaire dans ses narrations. Ah ouais. Et que ça rappelle à de nombreuses séquences la voix off de Blade Runner pour ceux qui ont vu cette version-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a ce côté-là, pour colmater les brèches de décision de studio qui le dépasse, quoi. Ça veut dire qu'il arrive quand même à gérer là-dessus. Après, alors, bon, Ridley Scott, quoi. Alors, on peut toujours forcément comprendre éventuellement les personnes qui disent ouais, les couleurs c'est fade, c'est moche et tout. Alors, pourtant, là, bon, c'est du Ridley Scott. Ça reste du Ridley Scott, c'est-à-dire qu'il a une utilisation des couleurs qui est justifiée par rapport à ce qu'il veut montrer. C'est pas quelqu'un qui va sursaturer à droite à gauche juste parce que ça doit faire joli. La chromatique Ridley Scott fait partie de sa narration. Et moi, j'ai envie de dire que c'est super bien géré ici, notamment avec la photographie de Dariusz Wolski. J'ai vu des gens qui disaient que c'était fade et moche. Moi, je suis pas d'accord. Et les gens disent que c'est fade et moche depuis Women Talking. Quand il y a une peinture qui... Non, quand il y a une... Je la recommence. Mais forcément, il est trop facile de dire que la photo, elle est froide, elle est moche. Quand la photo s'inspire de tableaux, on le voit sur du Napoléon qui cite à de nombreux moments Jacques-Louis David et d'autres peintures glorifiant Napoléon, notamment une avec des momies. Oui. Et comme Women Talking avait une figure hyper impressionniste qui citait Monet, et les gens disaient que c'était froid et moche. Ouais, c'est vrai. C'est que c'est un choix artistique. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire, ça c'est sûr. Mais c'est surtout, oui, c'est pas la première fois que Ridley Scott décide de travailler ainsi. Déjà, beaucoup de gens ont fait ces reproches-là sur le dernier duel, je me rappelle, que c'était froid, moche, tout ça. Mais c'est pas pour montrer un univers joyeux et joli non plus, hein, quelque part, parce que bon, il faut voir comment cette époque est dépeinte à travers la guerre, à travers les conspirations politiques. D'ailleurs, le peuple est très absent du film, si ce n'est au début. On les voit un petit peu, mais limite, ils sont presque utilisés comme de la chair à canon. C'est intéressant de voir qu'on est dans le point de vue de ces gens qui sont dans leur monde à eux et qui veulent maîtriser leur monde et façonner leur monde à leur grandeur, quoi. C'est ça, le film. Donc, il n'allait pas nous faire des trucs hyper colorés, joyeux dans tous les sens, à part, évidemment, le côté révolution au début, je suis pas d'accord. D'accord, vas-y. Parce que même quand on te montre ce côté révolution qui est assez coloré, avec ces gens qui sautent et qui dansent, d'un côté,
Ridley Scott se met d'un point de vue impérial et les montre telle une foule informe qui danse sur une musique d'Edith Piaf, donc des musiques populaires de rue, tandis que les soldats ne sont montrés que de façon grandiloquente avec des chants corses polyphoniques derrière, qui sont une musique agréable à l'oreille. C'est vrai que c'est ça. Après, c'est le point de vue justement. C'est Napoléon. C'est un film sur Napoléon, donc on voit Napoléon pratiquement tout le temps, à part 2-3 scènes où on voit des généraux discuter, etc. D'ailleurs, c'est assez étonnant ça. À un moment, on a des digressions comme ça. Mais sinon, Napoléon est toujours central et c'est un petit peu le témoignage de son ascension et de ce qu'il a vu autour de lui. C'est vrai que même le peuple, par moment, est montré un petit peu ridicule malgré lui, parce que on va dire dès l'introduction et le texte de départ, on nous le dit, la Révolution française, elle est née de la misère et elle a généré la misère et d'autres régimes de terreur derrière. C'est-à-dire qu'il retourne ici l'idée que la Révolution française, qui certes a apporté pas mal d'idéaux et tout, et donné naissance vraiment à la liberté et la démocratie ultime. C'est pas vraiment le cas. Hein. Même si on connaît très peu l'histoire de France, on sait très très vite ce qui s'est passé après la Révolution. Robespierre d'ailleurs est montré dans le film. Et voilà quoi. Donc c'est aussi ça hein, qu'il a voulu montrer, c'est que oui, c'est pas parce qu'on renverse une dictature royaliste que derrière ça va donner la liberté du peuple, hein. Ou alors c'est une illusion de liberté à ce moment-là. Et du coup c'est là qu'intervient Napoléon qui tire profit de cette situation-là pour soi-disant libérer la France, pour installer sa propre dictature de destin. Et après, bah, évidemment, on a cette scène, entre autres, hein, du sacre de l'empereur qui est absolument... elle est volontairement grandiloquente, grotesque, où il va récupérer la couronne de France pour la jeter, quoi, en gros, hein, pour faire simple, enfin pour la laisser de côté. Non, mais c'est Commode. Oui, c'est ça. Sur cette séquence-là, c'est la résurrection de Commode. Ça, j'ai adoré. Parce que... Et encore, il le fait avec subtilité malgré tout. Tu vois, il garde l'aspect Napoléon tout en étant donc cet empereur qui va tout dominer, qui piétine pratiquement l'héritage d'avant et qui se glorifie absolument là, avec le pape. Enfin bon, c'est amusant parce que techniquement, il est là pour piétiner la royauté d'avant, enfin lâcher cette couronne, mais il est sacré de façon encore plus glorieuse que les rois d'antan, quoi. C'est un peu de l'ironie. Et ça reste tellement un Ridley Scott tragicomique qu'il est capable de nous parodier Jacques-Louis David qui n'arrive pas à dessiner assez vite la cérémonie tellement qu'il y ait une mise en abîme du spectateur qui voit Napoléon détruire encore plus vite la France qu'elle n'était avant. Ouais, c'est vrai qu'à cette scène où on le voit faire un croquis, c'est pénible pour lui parce que ça bouge. Ça bouge et il doit le refaire en plus avec qui? Quelqu'un du peuple qui doit venir tenir la couronne. Ça, c'est génial, ça. C'est génial. Et du coup, voilà, la façon de travestir aussi la réalité historique, mais de toute façon, la réalité historique, déjà, de base, elle a peut-être été travestie par les écrits ou les peintures et les témoignages de l'époque. Évidemment, hein, il n'y avait pas de caméra, etc., pour enregistrer et avoir des preuves de ce qui a pu vraiment se passer. C'est pas pour rien que Ridley Scott, dès le début, il dit allez vous faire voir avec la réalité. Napoléon qui est témoin de la décapitation de Marie-Antoinette, évidemment c'est faux. Et pareil derrière avec du Edith Piaf, comme tu l'as dit, en anachronisme musical, au lieu de reprendre des chants traditionnels à la rigueur de l'époque, qui pourraient être chantés comme à l'époque dans une chorale, là il va balancer du Edith Piaf. C'est pour ça qu'à un moment j'ai cru qu'on allait avoir Waterloo de Abba sur la bataille de Waterloo, mais non. Il n'est pas alors, Waterloo de Abba sur la bataille de Waterloo, je l'attends pour un autre film de Napoléon qui arrivera dans quelques années. Parce que, comme tu le sais très bien, il y a un autre film sur Napoléon qui va sortir, réalisé par notre cher Zack Snyder. Ah oui, c'est vrai. Et puis il y a la série de Spielberg aussi, mais je pense pas qu'il ait Spielberg. Napoléon revient à la mode et nous ne pouvons que vous conseiller sur la 7e illusion la restauration du Abel Gans qui arrive pour bientôt la Cinémathèque. Oui, je crois que c'est en juin prochain et ça va faire 7 heures cette histoire, je pense. Comme Guerre épée là qui ressort au cinéma, ça peut faire des bons moments cinématographiques tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que alors maintenant on va parler un petit peu de certains moments artistiques purs. Moi, ce qui m'a marqué, c'est on va dire deux choses en avant. Austerlitz qui là aussi, on ne sait pas si ça s'est passé comme ça sur la stratégie, mais la façon de filmer
la mort de ses soldats à travers la glace. Ça, c'est du grand cinéma, mine de rien. Je sais pas si tu as, à ce moment-là, si tu as ressenti quelques petits mais moi, frissons. je vibrais sur toutes ces séquences de bataille d'Austerlitz, de Toulon, ou Oui, même de Moscou. Mais j'étais à terre, hein. à Toulon, c'est la bataille navale, quoi. Et puis, on sent que c'est du palpable, hein. Je crois qu'il a refait quand même quelques effets pratiques, pour le coup. C'est c'est là, d'ailleurs, il y a cette photographie très jaunâtre, tout ça, là, qui va rappeler la chute du Faucon Noir, là aussi, un petit peu. C'est sa façon de filmer la guerre, un peu Ridley Scott qui revient là, parce que on peut le dire là vite fait, mais il fait des clins d'œil à beaucoup de ses films ici. En House of Gucci dans le principe, tu as parlé de Blade Runner sur une certaine narration. Il y a aussi 1492, Christophe Colomb, quand il débarque d'un de ses exils et qu'il embrasse le sol. J'étais mort de rire, j'ai vu Depardieu en Napoléon pendant 2 secondes. J'ai eu l'illusion d'optique. Moi, j'adore ça. Et beaucoup vont dire que c'est prétentieux et tout. Mais on s'en fout. Arriver à un certain pan de sa carrière comme ça, il a le droit, Ridley Scott, de faire ça. Il a le droit et puis il garde une logique en plus. C'est ça qui force pas juste des trucs gratuits. Donc, toi aussi, tu l'as vu le côté 1492 à ce moment-là. Hein. Alors, j'ai pas vu le film, mais j'ai clairement compris que c'est une référence à Christophe Colomb. Voilà. Et bon, après, évidemment, Les Duellistes, son premier film qui déjà était dans l'époque napoléonienne. Si vous voyez le dernier plan des Duellistes, on est déjà dans Napoléon. Limite, il pourrait arrêter sa carrière dessus. Ridley Scott, il aurait fait la boucle. Il aurait bouclé la boucle. Mais bon, il n'arrête pas sa carrière dessus. Il l'arrête quand même sur la version 4 heures, quoi. Voilà. Qu'il l'arrête pas sur cette version cinéma. C'est ça. Mais je pense qu'il a d'autres projets en tête déjà, parce que là, voilà. Et alors, il y a aussi la bataille, la bataille. Toute la campagne de Russie, c'est extraordinaire. Il y a la Moskova avec une musique exceptionnelle. Il faut que je la réécoute, hein, parce que voilà, de Martin Phipps, qui a beaucoup bossé pour la BBC. C'est un Britannique, voilà. Il y a une musique remarquable à ce moment-là. Et alors, l'arrivée à Moscou, c'est magistral. Il y a une scène pour moi qui m'a marqué, peut-être l'une des meilleures scènes artistiquement parlant de l'année. C'est l'arrivée dans ce palais déserté par le tsar, avec vraiment, on sent la profondeur de cette immense salle. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, pendant cette scène, je me suis dit, est-ce que c'est quoi? C'est du matte painting ou pas? C'est la grâce pure, cette séquence, oui. On a l'impression que ce soit du matte painting, soit complètement, je ne sais pas comment il a voulu éclairer ça, mais c'est potentiellement la plus belle station de Cohn qu'on ait vue. Parce que c'est le trône de Memories. C'est la séquence de rêve de Memories, clairement. Oui, Satoshi Kon, ouais, c'est vrai. Et en plus, ce trône vide avec les pigeons à côté qui chient. C'est limite, on croirait que c'est les pigeons de Paolo Gucci dans House of Gucci. Enfin, là, le ridicule de la situation, parce que Napoléon, il arrive triomphant, mais en fait, dans son triomphe, c'est la désertion, c'est le désespoir, il n'y a rien. Puis après, Moscou qui est en feu. Là aussi, on est quand même dans la grandeur absolue, tourné en dérision par la situation. Et ça, pour le coup, c'est arrivé en vrai. Moscou qui a été mis à feu et à cendre par les moscovites pour éviter que les Français puissent jouir d'une victoire. Et d'ailleurs, ça les a piégés, les Français, parce qu'après, ils ont dû faire rebrousse chemin, ils sont retrouvés piégés dans l'hiver russe. Moi, je trouve que c'est pivot. En plus, la scène, elle doit être à peu près au milieu du film. Et à partir de là, c'est un peu la descente aux enfers pour Napoléon, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le retour de bâton, on va dire. Mais pour moi, le film est une descente aux enfers purs, en fait, vraiment. Donc je ne vois pas à partir d'où il y aurait un rise, d'où il y aurait un fall. Quoi qu'il arrive, on sait que c'est le fall de A à Z. Le rise, à la rigueur, c'est quand il épouse Joséphine, voilà, puis après qu'il part en Égypte et tout. Mais dès que voilà, il se passe un truc, à un moment, on peut rentrer dans. Allez, on va se faire plaisir, on va spoiler les trucs. Allez, on va spoiler. Rapidement, des choses qu'on aurait pu ne pas imaginer. Mais Joséphine, quoi, parlons-en, Joséphine. Qu'est-ce qu'elle lui fait pendant que. Mais le fall, c'est que dès que le premier coup de canon est tiré sur les pyramides, il se fait tromper. Et à partir de ce moment-là, on part d'une embrouille de A à Z. Et ça, c'est les transitions à la Ridley Scott. Le coup de canon et tout, mais elle, pendant ce temps, elle se prend une autre forme de coup de canon, quoi, hein, si vous me passez l'expression. Celle-là, on la garde. Allez, on la garde. On l'assume. Non, mais sérieusement, c'est ça. Et en plus, le coup de canon sur la pyramide, bon, évidemment que c'est de la fiction. Et derrière, il va faire face à la mort, Napoléon, la mort de la mort de la gloire avec ce pharaon qu'il espère être, mais qui est momifié, qui est décédé. Et le pire, c'est qu'il l'a vraiment, apparemment, il y a vraiment eu un moment où il a fait face à ces momies et tout.
c'est vrai qu'à partir de là, même s'il y a le sacre derrière, tout n'est qu'illusion. Et puis avec Joséphine, bah, quelque part, c'est beau aussi cette relation parce qu'ils s'aiment vraiment les deux. Mais il y a une impossibilité parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'héritier. Donc il y a le divorce forcé. Il y a la scène de divorce, elle est violente quand même, je trouve. On sent deux âmes perdues qui ne savent pas quoi faire en fait. Se sacrifier pour la France ou pour son destin, mais en fait ils n'ont pas envie, mais ils le font quand même. Et puis bon, après, évidemment, Joséphine et Napoléon, après le divorce, ils essayent encore de rester en contact. Et c'est là d'ailleurs où Ridley Scott décide de faire mourir Joséphine plus tard pour renforcer la tragédie avec cet exil sur l'île d'Elbe. Et il revient parce que voilà, il veut redevenir l'empereur. Ses hommes le rejoignent, etc. Là encore, on est dans une forme d'illusion pour arriver donc à Waterloo. Et Waterloo, c'est bon, ça c'est vraiment le cas, hein, c'est arrivé. On voit le gars sûr de lui qui se plante complètement. C'est marrant parce que je crois que c'est juste avant ou juste après, je ne sais plus, qui dit je reconnais toujours mes erreurs, mais je me trompe jamais. Oui. Ben, qu'il n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, justement. C'est ça qui fait de lui, finalement, l'homme qu'il ne veut pas être, hein, peut-être. Effectivement. Non, mais forcément, cette séquence est magnifique et le fait que cette question arrive là de reconnaître ses erreurs ou de ne pas en faire arrive au moment où il se rend compte que toute son armée est quasiment morte. Ouais. Ouais. Puis ça renvoie du coup à ce Bordeaux de fin où on dénombre les morts des batailles napoléoniennes parce que finalement, dans son idée de grandeur, dans son d'envie, d'imposer la paix par la guerre, parce que grosso modo, c'est ce qu'il disait, quoi. Il est là pour la paix, mais bon, hein, qui veut la paix, voilà, La fait la base, guerre. c'est Hein. qu'il veut la paix, mais que contrairement aux autres empereurs, il n'est pas contre la guerre. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, à la fin, oui, il a sacrifié beaucoup de ses hommes pour la France, pour lui surtout. Plus pour lui que pour la France, parce que lui, c'était la France, de toute façon. Et pour beaucoup de gens, Napoléon représente la grandeur de la France, mais la grandeur de la France, elle a un revers de la médaille. Donc, ces exils, l'île d'Elbe, d'accord, ça va, ça dure pas longtemps. Mais l'exil final sur l'île de Sainte-Hélène, qui se termine vraiment dans la solitude absolue, où jusqu'au bout, finalement, la dérision ultime, elle est assez brutale, avec ces deux petites filles qui se battent. Et il y en a une qui lui rappelle qu'à Moscou, c'est pas lui qui a brûlé, qui s'est fait avoir par les Russes. Et ça se finit là-dessus, et après il crève. Alors la façon de. Enfin, il crève. On le montre tomber. Et la façon de le montrer tomber de dos, comme ça, avec son tricorne, c'est quoi? C'est la chute d'un symbole, c'est la chute de l'Empire, c'est la chute La du. chute du Faucon Noir. C'est la chute du Faucon Noir, voilà. C'est la fin des duellistes aussi, un peu, indirectement, parce que dans la fin des duellistes, il n'y a pas de mort, mais c'est presque pareil, la mort de la réputation, si on veut. Et puis après, voilà, c'est la façon le choix, et on peut terminer là-dessus, à part s'il y a d'autres choses à rajouter derrière, la façon de le montrer mourir ou disparaître comme ça en tant que symbole, ainsi de dos, au lieu de le faire mourir dans son lit de mort, parce que finalement, il est mort dans son lit de mort. Hein. Je crois que c'est un choix de Joaquin Phoenix, d'ailleurs, qui a eu cette idée-là, à la fin. Mais ça renforce l'ironie de cette illusion d'avoir été peut-être une sorte de messie. Parce que là, on parle carrément de ça. Hein, et le côté messianique de Napoléon. Oui, ce côté messianique est tellement plus intéressant que tu parles de la chute d'un symbole. Non, pour moi, Napoléon est déjà mort sur la séquence finale. Pour moi, Napoléon est déjà mort. Il ne reste plus que le symbole et cette question-là lui montre que on est en 2023 aujourd'hui et que Napoléon, qui s'en souvient réellement? Les historiens, ça c'est sûr. Forcément. Après, il y a des gens qui sont fanatiques de Napoléon, mais après, oui, dans le sens où. À part le maréchal Pétain, qui aujourd'hui serait Napoléon? C'est vrai. Et c'est ça l'idée aussi derrière, c'est que c'est quand même ça a été un homme qui a été hyper dominateur, mais à quel prix? Et dans quelle ambition? Et cette ambition-là, quelqu'un qui veut devenir un Napoléon aujourd'hui, c'est dangereux. Hein. Donc il faut rappeler cela aussi. Ce symbole-là, au final, de toute façon, il finit par être déboulonné comme une statue, hein, quelque part. Et la façon que Ridley Scott a de raconter cette histoire est intéressante, d'arriver au bout de cette descente, comme tu l'as dit, descente aux enfers, de ce retour à la réalité. Lui qui, pendant tout le film, Ridley Scott, travestit, sur certains points, la réalité, à la fin, au final, elle est là, sous nos yeux. Cet homme a fini seul, destitué, et il est mort comme n'importe quel homme,
pratiquement oublié, parce que c'est vrai que c'est allé très vite dans l'histoire de France, hein, derrière. Hein. Pas oublié, mais on est passé à autre chose, quoi. Et puis, bah, on rappelle ce qu'il a commis aussi derrière. Et puis, ça nous ramène pas mal d'images du film aussi, cette fin, forcément. Et c'est un film d'image aussi. C'est un film qui joue avec ses tableaux et rien que pour cela, c'est du cinéma qui se mérite en salle. Ça aussi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. N'attendez pas d'aller le voir en version longue sur Apple TV+. Il y a des choses qui sont vraiment faites pour le grand écran et qui vont être appréciées sur le grand écran plus que en streaming. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Manière, on l'avait déjà dit en conclusion du Garçon et le Héron, mais pour moi, il n'y a pas de film à voir chez soi. Tout est à voir en salle. Oui, oui, ça c'est sûr, déjà. Et puis, voyez un petit peu le travail derrière. Mais voyez Napoléon, mais même si vous n'aimez pas Scott ou les films historiques, c'est un gros travail esthétique qu'il faut glorifier en salle. C'est ça. C'est que bien sûr, après, il va y avoir des gens qui sont pas d'accord sur le parti pris, sur le côté rushé, mais ça, on peut comprendre forcément parce que voilà. Mais voilà, c'est un film qui est artistique de A à Z. Une des meilleures BO de l'année aussi, parce qu'on va peut-être. Les gens vont pas forcément beaucoup en parler, mais il y a des choses extraordinaires. Non, mais la BO, depuis. J'ai vu le film hier à 10h. La soirée, j'ai attendu qu'elle sorte sur Spotify, je viens de me l'écouter 3 fois. Ouais. Oui, c'est disponible sur Spotify. Et puis, on n'a pas parlé des costumes, des décors, mais bon, ça va avec l'ambiance. Non, mais Ridley Scott, décor, ça va forcément ensemble. Ouais. Et costumes et films historiques aussi, quoi. C'est ça. Et puis, bah, franchement, voyez ce film, du coup, ça c'est sûr. Et puis, on en discute parce que c'est important d'avoir des retours, même si vous n'avez pas aimé le film. Hein. Si vous êtes arrivé au bout de cette discussion, c'est que quand même vous avez envie de le questionner et d'en parler. Donc, lâchez-vous en commentaire. On sera content de vous répondre, de vous lire d'abord, évidemment, et de vous répondre. Et ben, Ridley Scott, il a encore beaucoup de choses à nous proposer. Et ce film le prouve. Donc, même s'il divise, comme beaucoup de grands cinéastes de toute façon, c'est quelqu'un qui sait gérer son art et qui connaît très bien son métier, quoi qu'on en dise. Et il en joue beaucoup dans ses déclarations d'ailleurs, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Ça, c'est clair. En tout cas, merci Joe de cette discussion. Eh ben merci, avec plaisir. Voilà, une discussion que je finis sur les rotules parce que je commence à être malade, mais on est allé au bout de la passion cinéma et de l'échange. Et on vous attend donc ci-dessous avec vos petits claviers. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la 7e Illusion, bien sûr, notre site aussi, les réseaux sociaux, tout cela. Partagez, hein, si vous avez envie, nos diverses émissions. Il n'y a plus qu'à dire le mot de la fin. À très bientôt. Ciao, Vive ciao. l'empereur.